deuxième chaise. Après, tu laisses ta chaise. C'est bon? Attends, donne-la moi. C'est un peu violent quand même, non? Ça va? Non, c'est très bien, Franck. C'est parfait. Bien, Franck. Bravo, merci. Le maître a dit. Merci. Bon, ben, on commence. Ça y est, Hervé? Bonsoir à tous et merci d'être venus nombreux à cette troisième conférence du séminaire du rêve organisée par Jean-Michel Vives et Frédéric Vinault. Ils sont tous les deux présidents du conseil scientifique et membres du conseil scientifique du rêve. Et voilà, je vais laisser la parole à Frédéric qui va présenter Jean-Michel. Donc, bonsoir à tous. Jean-Michel Vives anime ce soir la troisième séance du séminaire. Peut-être certains d'entre vous étaient là à la première, mais je vais quand même le représenter. Donc, Jean-Michel Vives est professeur à l'université de Nice. Depuis une vingtaine d'années maintenant, il a impulsé un travail de recherche qui essaime notamment sur le lien entre art, psychanalyse et autour des médiations, ce qu'on appelle les médiations thérapeutiques par l'art. Donc jusqu'à présent, il y a eu 2 conférences, une qu'on a eu le plaisir de co-animer sur la question de l'improvisation. La seconde, c'était au mois de janvier. C'était Christian Hoffman qui était venu, et Ginette Hoffman qui était venu parler de Rosario, d'Obispo, qui schizophrène, artiste brésilien. Et ils étaient venus parler de ce qu'ils trouvaient d'intéressant dans son œuvre. Aujourd'hui, donc, Jean-Michel a intitulé son intervention « À partir de quoi crée-t-on ?» Il y a encore plusieurs conférences qui sont prévues, notamment Bernard Chouvier, qui a écrit récemment un ouvrage à partir de l'œuvre de Fernando de Pessoa. Et ensuite, Laurie Lofer sur Romain Gary. Voilà, ça se terminera, notre cycle se terminera, mais vous le savez probablement, mais je préfère l'annoncer quand même, se terminera au mois de mai, le 14 mai, avec un grand colloque ici à Vence, sur Théodore Reich, l'art et la manière. Voilà. Donc je laisse la parole à Jean-Michel Vives, et puis bien sûr, à la fin de la conférence, nous avons un temps où on peut discuter tous ensemble des questions qui auront été soulevées par l'intervention de Jean-Michel. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Frédéric. Oui, alors comme Frédéric le rappelait, donc la précédente conférence qui avait été faite par Ginette et Christian Hoffman portait plutôt sur la question de l'objet. Que crée-t-on, hein? Et donc Ginette et Christian Hoffman nous avaient présenté ces magnifiques créations de Bispo, donc ce schizophrène artiste brésilien. Et donc aujourd'hui, la question que je voudrais aborder avec vous, c'est moins la question de qu'est-ce qu'on crée, de l'objet, hein, mais plutôt la question du lieu d'où on crée. Donc d'où crée-t-on? Alors cette question, elle a été abordée bien sûr par un certain nombre de psychanalystes, mais j'ai choisi ce soir de présenter les travaux de 3, essentiellement Freud, bien sûr, Lacan et Didier Anzieux, hein, puisque ces 3 psychanalystes nous proposent 3 propositions tout à fait intéressantes, qui ne se superposent pas, comme j'essaierai de vous le montrer, et qui nous donnent en fait 3 portes d'entrée dans la question de la création. Ensuite, une fois que j'aurai présenté ces 3 facettes, je reprendrai un travail que j'avais mené il y a quelques années grâce à Elisabeth Blanc, qui est en train de s'endormir déjà, grâce à Elisabeth Blanc qui m'avait sollicité pour travailler sur le petit Hans. Voilà. Et je montrerai justement comment ce petit Hans, qui est un personnage extrêmement connu pour les psychanalystes, puisque c'est une des 5 grandes psychanalyses,
que Freud a mené, comment le petit Hans, en fait, nous permet de faire un pas supplémentaire, enfin en tout cas j'en fais l'hypothèse, par rapport à ces trois propositions que nous avons héritées de Freud, de Lacan et d'Anzieux. Alors tout d'abord, si on prend la position freudienne, bon, Freud, vous le savez, est l'inventeur de la psychanalyse, et Freud, tout au long de son œuvre, s'est intéressé à la question de la création, et si on voulait essayer d'exprimer sa position de façon un peu directe et la plus simple possible, on pourrait dire qu'avec Freud, l'idée c'est que l'objet est un objet qui est retrouvé. Donc il y a une quête, et l'objet, il est moins trouvé que retrouvé, avec cette idée que cet objet qu'il s'agirait de retrouver, ça serait cet objet perdu que serait le sein maternel. Et donc, voilà, l'objet serait orienté par ce fantasme, ou cette trace qui aurait été laissée par cet objet premier. Alors il y a deux textes sur lesquels j'aimerais m'appesantir ce soir, qui sont deux textes essentiels dans l'approche freudienne de la création. Le premier, c'est un texte de 1907 qui s'appelle « Le poète et l'activité de fantaisie ». Alors dans ce texte, Freud amène deux idées qui sont essentielles, puisqu'il élucide ce qu'il en est du plaisir esthétique. Comment se fait-il qu'on éprouve du plaisir à regarder les œuvres d'art, ce qui est quand même une vraie question. Et la deuxième question, c'est d'où vient le processus de création. Alors, la thèse que développe Freud en 1907 est la suivante. Le créateur, en retravaillant un fantasme qu'il habite, le rend transmissible à tous. Voilà. Donc la thèse freudienne en 1907 est assez claire. Il y a un fantasme qui, exprimé de façon brutale et directe, serait irrecevable par l'auditeur, le spectateur, qui vous voulez, celui qui contemple l'œuvre. Par contre, passé au travers du travail artistique, du style, eh bien, il va rendre ce fantasme transmissible et le spectateur va pouvoir jouir avec le créateur de ce fantasme. C'est ce que Freud dit dans la phrase suivante. « Le poète nous met en état de jouir désormais, sans reproche ni honte, de nos propres fantaisies. » Et ça, c'est une thèse que Freud avait déjà pressentie très tôt, dès 1897, lorsqu'il fait un échange de lettres avec Wilhelm Fliess, qui est un de ses amis. Et il avait pressenti que si on continuait à être intéressé et à jouir du drame d'Oedipe Roi, vous savez que Oedipe Roi a été une figure essentielle pour Freud à la découverte de la psychanalyse, il nous dit c'est parce que Sophocle met en scène, représente quelque chose qui nous concerne. C'est-à-dire que ce que nous voyons sur scène, c'est quelque chose par lequel nous avons été nous-mêmes concernés dans notre histoire, et à ce moment-là, la mise en forme de ce fantasme oedipien qui nous a animés nous permet effectivement non plus d'en être horrifié, de le tenir à distance, mais de pouvoir en jouir. Donc ça, Freud, dans cette lettre de 1897, le dit comme ça, en ces termes. « Chaque auditeur a été un jour en germe et en fantaisie cet Oedipe, et devant un tel accomplissement en rêve transposé ici dans la réalité, il recule d'épouvante avec tout le montant du refoulement qui sépare son état infantile de celui qui est le sien aujourd'hui, mais en même temps peut en jouir. » Le deuxième texte qui est essentiel pour la compréhension de l'approche freudienne de l'art, c'est Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Alors c'est un texte que Freud écrit en 1910, et là où également il s'intéresse au processus de création à partir de ce qu'il appelle une analyse de Léonard de Vinci. C'est-à-dire que dans ses lettres, il dit tiens, je me suis payé un petit cas là avec Léonard, j'ai allongé Léonard sur mon divan. Donc il appréhende ce travail comme une cure psychanalytique, et il s'intéresse essentiellement à deux choses. La première chose, c'est un souvenir qui est le premier souvenir que Léonard nous dit avoir de son enfance,
Et ce souvenir, Léonard le rapporte dans ses cahiers. Vous savez, Léonard avait des cahiers où il notait des idées, il faisait des croquis, enfin vous les avez tous vus. Et il s'est beaucoup intéressé, vous le savez, au vol des oiseaux et aux machines volantes. Et dans un de ses carnets, il rapporte un souvenir, il dit que, étant enfant, il se souvient que un oiseau, alors je dis un oiseau parce qu'il y a eu tout un problème autour de la traduction Milan, vautour, etc., etc. Donc un oiseau se serait penché et posé sur son berceau, avec sa queue, il aurait frappé ses lèvres, il aurait entrouvert ses lèvres. Voilà. Et donc, Léonard dit, enfin il fait lui-même l'hypothèse que c'est à partir de ce souvenir, à partir de cette première expérience, qu'il aurait été intéressé par la question des vols, la question des machines volantes, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce sourire énigmatique qui flotte sur tous les visages féminins, et pas que féminins, puisqu'on le retrouve sur le Saint Jean-Baptiste, ce sourire énigmatique qu'on rencontre dans toutes les peintures. Et Freud va essayer de forcer l'énigme de ce sourire et nous donner une interprétation. Pourquoi ce sourire est si étrange et qu'est-ce qu'il nous raconte ? Et puis le troisième point qui va beaucoup intéresser aussi Freud dans ce travail, c'est la question du rapport de Léonard avec ses œuvres. C'est-à-dire qu'on le sait, Léonard a eu beaucoup de mal à terminer ses œuvres, il en a abandonné beaucoup, et même il considérait par exemple que la Joconde n'était pas un tableau terminé. Donc Freud s'intéresse à ces trois points. Alors pour le vol, je ne m'y attarderai pas parce que c'est une partie du texte qui est extrêmement compliquée et qui ne nous intéresse pas essentiellement ce soir. Je m'intéresserai plutôt à la question de l'énigmatique sourire. Et voilà l'hypothèse que fait Freud par rapport à cet énigmatique sourire. Je le cite, « Les femmes en train de sourire ne sont rien d'autre que des répétitions de Katharina, sa mère, et nous commençons à pressentir la possibilité que sa mère ait possédé le mystérieux sourire qu'il avait perdu et qui le captiva tellement quand il le retrouva chez la dame Florentine. » Donc l'histoire de Léonard est la suivante. Sa mère avait été séduite, elle a été donc mise enceinte, elle a élevé son enfant seule pendant 4-5 ans, et au bout de 4-5 ans, son père l'aurait repris. Mais pendant 4-5 ans, ce que nous dit Freud, c'est qu'il y a eu une espèce de présence et d'amour débordant de cette mère pour le petit Léonard. Et donc là, vous voyez, l'hypothèse freudienne, elle est claire, encore une fois, hein. Ce que l'on retrouve dans l'œuvre freudienne, c'est un fantasme, c'est un souvenir. Donc, encore une fois, pour Freud, on pourrait dire que l'idée, c'est qu'on crée à partir de quelque chose. C'est-à-dire, c'est un fantasme qui est un re-souvenir et une retrouvaille dans l'œuvre d'art. Alors, la position freudienne est un petit peu plus compliquée que ça, comme d'habitude, parce qu'il existe une première forme, une première phase de ce texte, que Freud n'avait pas publié, mais qu'il avait exposé devant ce qu'on appelait la Société psychanalytique de Vienne. C'est-à-dire, vous savez, c'était un petit groupe de psychanalystes qui étaient réunis autour de Freud, une quinzaine, et donc on testait des idées comme ça le mercredi soir, on disait des textes, on voyait comment les gens réagissaient, enfin, ça permettait comme ça d'avancer. Et Freud va faire une première présentation de son travail sur Léonard, pardon, et qu'il va appeler en fait un fantasme de Léonard de Vinci. Hein. Donc le second texte s'appellera un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Et alors ce qui est intéressant, c'est que les éditeurs français des œuvres complètes de l'œuvre de Freud, dans la notice qui est consacrée au texte qui sera publié en 1910, ils expédient un peu rapidement cette première conférence, donc cette première version du texte, et voilà ce qu'ils disent. Ils disent, le 1er décembre, Freud a fait une conférence intitulée « Une fantaisie de Léonard de Vinci », mais il s'en trouve insatisfait. Or, c'est pas exactement ça.
C'est-à-dire que quand on lit clairement les minutes psychanalytiques de Vienne et quand on lit la correspondance de Freud, ce dont on s'aperçoit, c'est que Freud n'était pas insatisfait de sa conférence, il était insatisfait des retours qu'il avait eus à sa conférence. Donc faites attention à la fin. Freud, effectivement, dans les minutes de psychanalyse, dit à la fin « Le professeur Freud remercie pour conclure de l'attention qui lui a été accordée et de la participation active et regrette seulement que la discussion n'ait pas mis davantage de matériel à sa disposition. » Et dans un échange de lettres avec Ferenczi, il est encore plus direct. Voilà ce qu'il dit. Je suis peu satisfait de la conférence sur Léonard de Vinci. Je n'ai rien entendu de bon en guise de réponse, et d'Adler, même un fatras inhabituellement plat et hors de propos. Voilà. Donc, ce qui permet de dire que c'est moins la conférence qui, pour lui, était inintéressante que le dialogue qui s'était instauré avec ses disciples. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire. Je ne veux pas vous les donner, mais quand on voit les réponses qui sont données, c'est « Ah, maître, c'est extraordinaire, après ça, on ne peut rien dire, non, il n'y a pas de possibilité de pouvoir critiquer quoi que ce soit. » Bon, voilà. Donc Freud se sentait un petit peu seul ce soir-là. Ce qui est intéressant, c'est que Freud propose en fait deux lectures assez différentes dans cette conférence et dans le texte qui va être publié. Et c'est deux options qui ne sont pas tout à fait superposables, et je ne suis pas sûr que Freud ait eu totalement raison d'abandonner sa première version pour ne publier que la seconde. Voici la première version. Pour Léonard, la première chose, et la plus importante, je cite Freud, pour Léonard, la première chose et la plus importante qui le tracasse fut la question de savoir pourquoi il n'avait pas de père, comme les autres enfants. C'est de cette constellation que provient son besoin passionné de recherche et de rumination. Avec l'énorme capacité qui était la sienne, il avait transposé sa libido en pulsion de recherche, et cela resta ainsi. Cette première recherche de l'enfant est bien sûr vouée à l'échec en raison de l'insuffisance de sa capacité cognitive. Le fait que cette première recherche reste inachevée laisse un effet paralysant pour toute la vie. Et là, on voit bien que la première hypothèse freudienne, c'est on crée, ou en tout cas quelque chose de la création est activé à partir d'un trou, d'une énigme, de quelque chose qui est incompréhensible et inconnaissable. La deuxième version qu'il va donner de la création de Léonard, donc dans le texte publié, est la suivante. Celui qui crée en tant qu'artiste se sent assurément vis-à-vis de ses œuvres père lui aussi. Pour ce qu'a créé Léonard en tant que peintre, l'identification avec le père eut une conséquence fatale. Il créa ses œuvres et ne s'en soucia pas plus que son père, qui ne s'était fait de soucis pour lui. Donc là, vous voyez, la deuxième proposition freudienne est différente, c'est-à-dire que ce que propose Freud à ce moment-là, c'est que c'est l'identification au père, le père en tant qu'abandonneur, celui qui abandonne, qui le conduirait à abandonner lui-même ses propres œuvres. Et on voit bien que là, c'est à partir d'un fantasme, donc un enfant est abandonné, pourrait-on dire, que Léonard va constituer son œuvre. Donc, vous voyez, là, on pourrait dire qu'il y a deux propositions chez Freud. L'une qui nous dirait, on crée à partir d'une énigme irrésolue, qui serait liée à l'absence du père, donc une absence de signifiant. Et sur cette absence de signifiant, on buterait et s'érigerait la création. Et puis, une autre proposition qui me paraît moins stimulante, on crée à partir d'un signifiant, donc la reprise du fantasme, etc. etc. Ça, c'était pour une présentation rapide, j'espère en tout cas que vous avez pu suivre, de la proposition freudienne quant à la création. La seconde proposition qui est extrêmement forte et importante, c'est celle qui est menée et conduite par Lacan. Alors, Lacan va faire l'hypothèse que la création est réalisée à partir de
non pas ce sein qui aurait été perdu, mais à partir d'un morceau de réel auquel nous n'aurons jamais accès. Alors l'hypothèse, et ça c'est une hypothèse que Lacan reprend depuis Freud, au moment de la rencontre entre l'enfant et l'objet primordial de satisfaction, vous voyez que j'évite d'utiliser le terme de mère, même si on peut superposer les deux, il y aurait une partie que l'enfant pourrait recevoir et reconnaître, et puis il y aurait une partie qui resterait totalement étrangère, une partie qui resterait opaque, une partie qui resterait constante, et c'est ce que Freud appelait déjà la chose. La chose avec cette dimension d'indéfini, quelque chose qui s'opposerait justement à l'objet. L'objet, c'est ce qui est effectivement reconnaissable, qu'on peut retrouver. La chose, c'est ce qui serait au contraire inconnaissable et à jamais non reconnu. Alors, cette chose, Lacan va la situer au cœur même du processus de sublimation, qui est le processus que la psychanalyse dont la psychanalyse va faire l'hypothèse comme étant le support même de la création. Et il va nous proposer la définition suivante concernant donc la création et la sublimation. Il va dire sublimer, c'est élever l'objet à la dignité de la chose. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à travers tout objet créé, et là vous pouvez penser aux objets que Ginette et Christian Hoffman nous ont montrés la dernière fois, c'est autre chose qui est visé. Et on voyait très bien, c'est-à-dire qu'on voyait des arrosoirs qui étaient transformés de telle façon que, à travers cet objet que nous voyons, c'était autre chose qui était présentifié. Voilà. Donc avec cette dimension comme ça d'énigme et quelque chose d'incompréhensible. Alors, cette chose, c'est à la fois ce qui va orienter, dit Lacan, notre quête désirante, et c'est en même temps quelque chose qui va aussi nous paraître toujours inquiétante. Parce que si on venait à retrouver cet objet, eh bien, on s'abîmerait, et il y aurait une disparition de la dimension subjective. C'est ce que nous raconte par exemple la quête arthurienne. Vous vous souvenez peut-être qu'il y en a un seul qui va trouver le Graal à la fin, vous savez, la quête des chevaliers de la table ronde. À la fin, il y en a un seul, c'est Galahad, qui va trouver le Graal. Il trouve le Graal, il regarde à l'intérieur, à ce moment-là, il meurt. Et bien ça, on pourrait dire que c'est vraiment la métaphore de l'impossibilité de retrouver l'objet absolu du désir. C'est-à-dire que dès que l'objet absolu du désir, si l'objet absolu du désir était retrouvé, alors on s'y abîmerait et on disparaîtrait. C'est le destin de Galahad. L'hypothèse, pourrait-on dire, de Lacan, ça serait que la création, c'est ce qui permettrait à la fois de venir contacter cet objet primordial sans s'y abîmer. Donc en gros, ça serait quelque chose qui travaillerait sur la révélation, mais au sens de, à la fois révéler au sens de dévoiler, mais aussi révéler au sens de revoiler. Donc il y aurait à la fois quelque chose qui viserait à montrer cet espace de la chose et en même temps à le tenir à distance. Ça, c'est la deuxième proposition qui est celle de Lacan. Alors, si on essaie maintenant de situer la proposition de Freud par rapport à la proposition de Lacan, on pourrait dire que pour Freud, la création trouve essentiellement sa source dans l'élaboration d'un fantasme, d'une construction infantile, alors que pour Lacan, elle s'effectuerait ex nihilo. Alors ça, c'est un terme qui est un peu compliqué. Si cette question vous intéresse, je vous engage à lire un très beau texte de Jean-Daniel Cos, paru dans un ouvrage que Frédéric Vinault et moi-même avons dirigé, qui s'appelle « L'imitation thérapeutique par l'art », un petit peu de pub. Donc le texte, c'est un texte de Jean-Daniel Cos sur la création ex nihilo, justement. Et donc, ex nihilo, c'est-à-dire que ça ne serait pas justement à partir d'un fantasme ou à partir d'un souvenir, comme Freud nous le raconte dans Léonard de Vinci, mais ça serait l'apparition, comme ça, d'un signifiant,
Et ce signifiait, on tenterait justement de venir borner, cerner cet espace de la chose qui est inconnaissable. Donc avec Freud, nous sommes du côté de l'objet à retrouver, de la réalité psychique, du fantasme, et avec Lacan, on est du côté de la chose, du réel, et de cette tentative de donner une forme à ce qui échappe à toute représentation. Donc avec Freud, il conviendrait de rendre représentable et partageable un fantasme qui permettrait de créer ce que Freud appelle une légère narcose. Ça, c'est une très belle expression de Freud. Freud dit l'art, en fait, c'est une légère narcose qui nous permet d'accepter de vivre. Donc, vous voyez, il y a une vision, encore une fois, on est en 1928, et il y a une vision freudienne, encore une fois, qui est un peu pessimiste, alors que pour Lacan, on pourrait dire que avec l'art, on serait plutôt du côté de l'éveil. Pas du côté de l'endormissement freudien, mais plutôt de l'éveil. Troisième position, c'est la position de Didier Anzieux. Donc Didier Anzieux nous offre une troisième voie en 1996. Donc 1996, c'est la fin de son œuvre. Didier Anzieux, c'est un psychanalyste français qui a eu une importance assez importante et qui était, dans un premier temps, un élève de Jacques Lacan, et puis ensuite qui s'en est séparé pour proposer une construction assez différente. Alors, l'hypothèse que va faire Didier Anzieux quant à la création est la suivante. Il nous dit que la création trouve son origine dans ce qu'il va appeler l'inemployé. Et voici la définition qu'il nous donne. Cet inemployé représente en creux le matériau de l'œuvre à venir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'inemployé ? La proposition de Anzieux est la suivante. La création serait la conséquence d'une expérience qui n'a pu être enregistrée ni même éprouvée. Et voici la définition, qui est une définition assez poétique qu'Anzieux nous donne, mais qui nous pose un certain nombre de problèmes. Vous verrez, j'essaierai de vous les montrer juste après. Voici la définition que nous donne Anzieux. Vous verrez, c'est une définition très poétique. L'œuvre tisse sur les traces laissées par ce surgissement d'une pulsion déferlant inopinément dans sa pleine force faisant rupture, une toile d'araignée pour les capter. Elle leur fournit une enveloppe fragile dont elle suture incessamment les déchirures, où elle découpe, recoue et rapièce. L'idée, en fait, d'Anzieux, c'est que l'œuvre serait une espèce de peau que le créateur tisserait pour venir faire tenir entre elles des expériences premières qui n'auraient pas pu être intégrées. Alors, une des difficultés principales de la théorie d'Anzieux, mais c'est aussi quelque chose qui me paraît tout à fait intéressant, se rencontre dans la définition suivante. Voici ce que nous propose Anzieux. Autour de l'impensé, de l'innommable, de l'irreprésenté et de l'inéprouvable, l'œuvre compose une peau de mots, d'images plastiques ou sonores. Alors on comprend assez bien ce que veut dire Anzieux. La source de la création, pour lui, serait issue des expériences précoces qui n'auraient pu être intégrées et que l'œuvre tenterait de faire tenir en tissant une espèce d'œuvre-peau, pour reprendre le concept qui a été le concept majeur apporté par Anzieux, qui était l'idée de moi-peau. Mais comme on le repère dans cette définition, Anzieux aussi dit dangereusement entre deux positions qui me semblent absolument inconciliables. Ainsi, vous avez peut-être entendu que dans la définition se succèdent les termes d'impensé, d'innommable, d'irreprésenté et d'inéprouvable. Or, ces adjectifs renvoient des processus au statut métapsychologique radicalement différents. Pour donner un exemple, je vais m'attacher à vous montrer en quoi l'innommé n'est pas l'innommable. L'innommé renvoie à ce qui n'a pas encore reçu de nom, mais se trouve potentiellement en attente de cette nomination, quand l'innommable qualifie ce qui ne peut absolument pas être nommé, ce qui ne peut advenir à la nomination.
Dans le premier cas, dans l'innomé, on serait du côté du rejet. C'est un processus que Freud va décrire de façon très rapide en 1925 dans son texte qui s'appelle La dénégation, et qui va appeler effectivement la question la Werfen, du jeter. Et puis, il y aurait un autre processus aussi qui serait actif chez le sujet, nous dit Freud. Ça serait non plus la Werfen, le jet, mais la Verwerfen, le rejeter, c'est-à-dire quelque chose qui serait radicalement tenu à distance. Eh bien, on pourrait dire que l'innommé et l'innommable sont dans le même type de rapport. Alors, pour le faire entendre différemment, je propose de reprendre en fait ce que dit Alain Didier-Weil dans son ouvrage de 95 qui s'appelle « Les 3 temps de la loi », où Alain Didier-Weil reprend les premiers versets de la Genèse. Et vous allez voir comment, dans ces premiers versets, on peut comprendre ce qu'il en est, cette différence entre l'innommé et l'innommable. Alors, Alain Didier-Weil attire notre attention sur la nomination différente qui implique des destins différents de ce que la parole divine va entraîner. Et il y a 2 termes sur lesquels Alain Didier-Weil attire notre attention, c'est le terme de ténèbres et de abîme. Et vous allez voir que la traduction de Chouraki, qui est une très belle traduction assez littérale, des versets 2 à 5, nous permet vraiment d'entendre ces 2 destins. Alors voici, je cite les versets. Vous allez les reconnaître, même si vont paraître un petit peu étranges, parce que la traduction de Chouraki les rend un petit peu étranges. La terre était tohu-bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme, mais le souffle d'Élohim planait sur les faces des eaux. Élohim dit, « Une lumière sera, et c'est une lumière. » Élohim voit la lumière, quel bien. Élohim sépare la lumière de la ténèbre. Élohim crie à la lumière jour, à la ténèbre il avait crié nuit. Donc à la lecture des premiers versets de la Genèse, ce qu'on repère, c'est que si la ténèbre va ensuite acquérir le nom de nuit, abîme n'accède pas à la nomination. Donc on pourrait dire que la ténèbre relève de la dimension de l'innommé, puisqu'elle va dans un second temps être nommée nuit, alors que l'abîme va rester compact en lui-même, ce morceau de réel qui n'accédera pas à une autre nomination que abîme. Alors si nous reprenons les adjectifs proposés par Anzieux, et si nous les éclairons à partir de cette différence que nous avons faite précédemment entre innommé et innommable par rapport à ce que Alain Didier-Weil nous dit, on pourrait dire que l'impensé, tel que nous en parle Anzieux dans sa définition, avec l'impensé, donc, nous comprenons ce qui aspire à être pensé et qui pourra l'être un jour. Et puis après, il utilise le terme d'innommable. Et l'innommable, c'est ce qui ne saurait accéder à aucune nomination. Et puis après, il prend le terme d'irreprésenté. Et avec irreprésenté, eh ben, on pourra entendre ce qui n'a pas encore donné lieu à une représentation, mais ce qui pourra un jour donner lieu à une représentation. Et puis, il utilise ensuite le terme d'inéprouvable. Et avec inéprouvable, on retombe du côté d'un autre processus, puisque l'inéprouvable, c'est ce qui restera à tout jamais en dehors de tout éprouvé. Donc, vous voyez, si on suit cette ligne-là, on repère ici clairement qu'Anzieux oscille entre 2 positions quant au statut des phénomènes à l'origine du processus de création. Et d'un mot à l'autre, ce processus est soit potentialisé comme pouvant advenir au symbolique, soit le mot d'après, il est présenté comme radicalement à jamais non reconnu. Cette oscillation constitue, à mon sens, à la fois la faiblesse de la définition de Didier-Anzieux, mais également un des intérêts de sa théorisation, parce qu'elle permet effectivement un point de contact avec la pensée de Jacques Lacan. C'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être des restes de transfert, puisque Lacan avait été l'analyste d'Anzieux et que ça laisse toujours des traces. Donc on pourrait dire que 2 pôles se dessinent ici à travers la pensée de Didier-Anzieux.
Le premier pôle, ça serait l'idée qu'il y a effectivement ces expériences qui sont difficiles, effractantes, mais qui vont quand même être, dans un second temps, métabolisées, intégrées, et qui vont donner lieu effectivement à des représentations sur lesquelles la création pourra prendre appui. C'est ce que l'école lyonnaise de nos amis Bernard Chouvier, Anne Brun et René Roussillon, vous entendrez un des éminents représentants la prochaine fois, appelle le travail de symbolisation. Et d'ailleurs, c'est sans doute la position que Didier Anzieux défend le plus régulièrement, puisque la définition qu'il donne à un moment de la création, il dit « La création met en œuvre, en les mettant dans une œuvre, les mouvements pulsionnels, les émois, les sensations inélaborées. » Et encore une fois, vous entendez le « inélaboré » et non pas le « inélaborable ». Et vous avez compris que c'était absolument pas la même chose. Pour autant, chez Didier Anzieux, on entend aussi autre chose. À côté de l'inélaboré, il y aurait l'innommable et l'inéprouvable qui renvoient à un autre registre. Or, si nous sommes confrontés à de l'impensable, à de l'innommable, à de l'irreprésentable et à de l'inéprouvable, dans ce cas, le seul processus de symbolisation ne peut pas être le seul efficace. Comme nous le rappelle Lacan à plusieurs moments de son œuvre, il dit que tout du réel ne peut être pris en charge par le symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots sont impropres à pouvoir rendre compte de tout, et que y a une limite. Et c'est ce reste que Lacan va appeler le réel. Et à partir de là, on pourrait dire que il y a certes de l'irreprésenté, mais il y a aussi de l'irreprésentable. Il y a certes de l'innommé, mais il y a également de l'innommable. Il y a certes de l'inéprouvé, mais également de l'inéprouvable. Voilà. Et donc vous comprenez que c'est cette articulation entre ces deux registres, de l'absolument inintégrable à jamais et de ce qui va pouvoir advenir à la représentation, qui va faire le travail de l'œuvre. En tout cas, c'est l'hypothèse que je fais. Et si on veut essayer d'articuler ces trois points de vue, qui à mon sens sont moins des points de vue antagonistes que trois entrées différentes et trois registres sans doute aussi différents par rapport au processus de création, je pense qu'il faudrait essayer de penser comment s'articule le représentable, et ça c'est la position freudienne, partir du fantasme et le rendre représentable pour pouvoir le partager, l'irreprésenté, ça c'est la position de Didier Anzieux et de l'école lyonnaise, et l'irreprésentable qui là serait plutôt la position de Lacan. Donc vous voyez là cette espèce de stress qui serait le processus de création qui tiendrait compte de ces trois vecteurs et ces trois niveaux. Alors, pour faire un pas supplémentaire, et pour essayer de mettre à l'épreuve ce que je viens de vous dire, j'aimerais donc repartir sur un travail que j'avais fait, encore une fois, grâce à Elisabeth Blanc, sur le Petit Hans. Et en fait, à l'occasion de ce travail, je m'étais intéressé au devenir du Petit Hans. C'est-à-dire que le Petit Hans, c'est un cas qui est très connu de tous les psychanalystes, parce que c'est un petit garçon que Freud a traité par l'intermédiaire de son père. C'est un petit garçon qui avait des phobies. Il avait entre 5 et 6 ans, et au bout d'un certain temps, il était incapable de sortir de chez lui parce qu'il avait peur des manifestations liées aux chevaux, il avait peur du bruit que faisaient les chevaux quand ils tombaient. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui faisaient que petit à petit, son univers s'était rétréci et il était incapable de sortir de chez lui. Donc le père du Petit Hans, c'était un proche collaborateur de Freud, et il a inventé en gros ce qui allait devenir ensuite le dispositif du soin en pédopsychiatrie, puisque par un jeu de questions et de réponses et une observation des jeux du Petit Hans, il va interpréter le vécu de ce petit garçon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce petit garçon a été soigné de sa phobie. Bon, Lacan dit on ne serait pas intervenu, sans doute il aurait été soigné aussi.
Mais bon, faisons l'hypothèse que c'est l'intervention du père du petit Hans et l'intervention de Freud qui va soigner le petit garçon. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est le fait que le petit garçon n'est pas simplement soigner sa phobie, mais il va devenir, 15 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, le premier metteur en scène d'opéra, au sens moderne du terme. C'est-à-dire que ça va être l'inventeur. Alors, le théâtre avait déjà connu la révolution du travail de mise en scène. L'opéra ne l'avait pas encore connu. Hein, et on s'intéressait essentiellement à la beauté des gosiers. Et le petit Hans, Herbert Graf de son vrai nom, va devenir celui qui va s'intéresser à ce travail tout à fait particulier qui est de mettre en scène des voix. Qu'est-ce que c'est effectivement de mettre en scène des voix? Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dès 1906, donc au moment où Freud réalise et écrit son observation du petit Hans, il fait une note en bas de page qui n'a jamais intéressé personne, mais qui est vraiment tout à fait clairvoyante. Freud nous dit, chez lui, comme l'a même observé le père, intervient en même temps que ce refoulement une part de sublimation. Dès le début de l'anxiété, il montre un intérêt accru pour la musique et développe ses dons musicaux héréditaires. Bon, alors les dons héréditaires, bon, ça c'est un peu faible, donc on va passer là-dessus. Mais ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, c'est l'idée effectivement que Freud repère qu'au moment de la phobie et au moment du traitement de la phobie, il y a un dispositif qui commence à apparaître et le petit Herbert Graf essaye de trouver une solution qui est autre que la solution symptomatique. C'est-à-dire celle de rester cloîtré à la maison. Il essaye comme ça de trouver quelque chose d'autre. Donc 15 ans plus tard, le petit Hans devient le grand Herbert. Et il décide, comme ça, de devenir metteur en scène d'opéra. Et à l'âge de 19 ans, il va voir Freud. Et il dit « Je suis le petit Hans ». C'est très mignon, parce que vous imaginez un grand gaillard comme ça qui se présente à Freud sous son nom de scène, en fait, hein, puisque le petit Hans, c'est son nom de scène. Et donc, Freud se jette à son cou, il dit « Ah, mais c'est magnifique, alors comment vas-tu ?» Et le petit Hans dit ouais, « Je vais très bien ». Il dit « Ah, mais c'est super, j'en suis ravi, parce que quand j'ai publié ton cas et qu'on avait vu toutes les explications sexuelles qu'on t'avait données, et j'y en donne, les gens étaient horrifiés, ils disaient « Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce pauvre petit garçon? Il va devenir un pervers absolument atroce. » Bon. Et Freud est tout à fait content de voir que ces hypothèses sont vérifiées. Et alors ce qui est rigolo aussi, c'est que à l'âge de 70 ans, Herbert Graf, qui était à ce moment-là le directeur du théâtre de Genève, il y avait un colloque de psychanalystes qui se tenait à Genève sur la psychanalyse des enfants. Et c'était Anna Freud, la fille de Sigmund Freud, qui animait le colloque. Et il y a un vieux monsieur de 110 ans qui vient et qui lui dit « Bonjour, je suis le petit Hans ». C'est vraiment magnifique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut croire que c'était difficile pour lui de sortir de ce rôle. Alors autant Freud avait été ravi de retrouver le petit garçon, autant Anna Freud, elle n'en a rien fait. Peut-être qu'elle avait peur de se trouver confrontée comme ça au personnage. Hein. C'est-à-dire que c'était déjà devenu une espèce d'image d'Épinal en 1970, le petit Hans. Donc si effectivement on était obligé de la confronter à la réalité, peut-être que c'était un petit peu compliqué. Donc Herbert Graf, en fait, devient metteur en scène et juste avant sa mort, quelques mois avant sa mort, il va répondre à une interview. C'est là d'ailleurs qu'il révèle qui il est, hein, puisque jusqu'à cette interview, on ignorait absolument ce qu'était devenu le petit Hans. Et voici ce qu'Herbert Graf dit alors qu'il a 70 ans. Hein. Même les productions les plus improvisées étaient suffisantes pour enflammer mon imagination, et avant qu'il soit longtemps, je commençais à m'exercer à reproduire les merveilles que j'avais vues à l'opéra. D'abord avec un théâtre enjoué, que je construisis avec l'aide de ma sœur à la maison, et plus tard dans les représentations scolaires. Donc,
là, Herbert Graf a 5-6 ans, et déjà, hein, il est en plein dans son épisode phobique, et il dit qu'il est en train de bricoler ça, ses mises en scène, il refait les choses qu'il voit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que Freud, au moment où il écrit son texte, où il relate donc la cure assez étrange mais réelle du petit Hans, il dit il y a quand même un reste non résolu. C'est-à-dire que cette cure, elle n'a pas réussi à résoudre toutes les questions que le petit Hans nous avait posées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je fais l'hypothèse que c'est justement à partir de ces restes, à partir de ce qui n'a pas été interprété, à partir de ce qui a fait énigme pour le petit Hans, qu'il va trouver une solution singulière et originale pour venir accommoder ces restes. En gros, on pourrait dire que la création, dans l'idée de Hans, ça serait de l'art d'accommoder les restes, donc comme le faisaient les grands-mères lorsqu'on n'avait pas tout mangé. Donc, il y a deux choses qui va faire reste dans l'analyse du petit Hans. C'est ce qu'il va appeler le charivari. Alors le charivari, c'est quoi ? C'est un bruit que le petit Hans ne réussit pas très bien à définir, mais c'est le bruit que feraient les chevaux quand ils tombent, enfin c'est tout un tas de choses comme ça. Et Freud et le père du petit Hans essayent de cerner cette histoire du charivari, mais bon, ça reste quelque chose qui n'est pas analysable. Et puis, il y a l'histoire de la tache noire. Alors la tache noire, ça serait quelque chose qui serait près de la bouche des chevaux, mais bon, Freud essaye beaucoup de choses, il dit mais et si c'était la moustache de ton père, et puis après ça va être autre chose, enfin bon, voilà, ils essayent beaucoup de choses, mais en gros, ça réussit pas à réellement donner une interprétation qui permettrait de donner un sens unique et définitif à ces deux signifiants. Donc en gros, à partir de là, je fais l'hypothèse que ce sont pour le petit Hans ce que je propose d'appeler des signifiants énigmes. Donc des signifiants qui ne seraient pas des signes, parce qu'un signe c'est ce qui représente quelque chose pour quelqu'un, mais qui ne seraient pas non plus réellement des signifiants au sens où ils s'intègrent dans une chaîne. Un signifiant, ça s'intègre dans une chaîne, et là, pour autant, ils sont plutôt isolés. C'est quelque chose qui va avoir du mal à se trouver dans une série. Et ces deux signifiants énigmes, on pourrait les situer du côté du regard, la question de la tache noire, et de la voix, le côté de la tache du charivari. Donc, on pourrait dire que ce sont deux pulsions là qui sont sollicitées, ce que Lacan va appeler la pulsion scopique, celle qui est liée au regard, et la pulsion invocante, celle qui est liée à la voix. Alors, si on reprend le trium dont je vous ai parlé précédemment, Freud, Lacan, Anzieux, on pourrait dire que si on prend l'option freudienne, certes, Hans, devenu grand, mettra en représentation scénique un fantasme singulier. Le fantasme singulier, c'est lequel ? C'est le fantasme de la femme qui, bien sûr, est sur toutes les scènes d'opéra. Je veux dire, tous les opéras sont constitués autour d'une figure féminine d'exception. Et bien sûr, c'est cette figure d'exception qu'on va voir mourir sur la scène de l'opéra, non pas simplement pour la voir mourir, mais parce que quand elle meurt, elle chante. Et elle chante de façon particulièrement agréable pour l'amateur d'opéra. Donc les situations de mort, de folie, sont des situations qui vont permettre effectivement de faire jaillir l'objet voix. Et là on pourrait dire, donc si on a une lecture freudienne, on dira que donc c'est ce fantasme de la femme, et Lacan reprendra cette idée-là, même si c'est pas que le petit Hans est devenu metteur en scène d'opéra dans la fin du séminaire 4, lorsqu'il parle de la femme toute. Donc ça, c'est la première lecture. On pourrait dire que
si on prend la lecture de Dionzieux, ben, il va tisser une œuvre importante qui viserait comme ça à réparer ces enveloppes psychiques effractées au moment de la névrose infantile. Ça serait la thèse d'Anzieux. Et puis, la thèse de Lacan, ça serait plutôt qu'il constituera un espace scénique qui viendrait, tel le potier, donner une forme au vide. Puisque, après tout, je veux dire, dessiner une scène, c'est, comme vous voyez ici, des murs, hein, et au milieu du vide. Mais c'est donner une forme à ce vide, comme le potier donne une forme à travers le vase. Et ça, ce serait plutôt la thèse de Lacan. Alors, même si ces trois propositions sont intéressantes, et je pense que ça serait intéressant de les développer, mais je ne le ferai pas ce soir, j'en ferai une autre qui n'est pas en opposition avec ces trois premières propositions, mais qui est une autre piste. C'est que le devenir metteur en scène du petit Hans serait la réponse originale qu'il a trouvée pour traiter ces énigmes cernées mais non traitées par l'analyse. Donc ça serait une façon de répondre depuis ces signifiants énigmatiques que sont le charivari et la tache noire. Ce que le trauma de la névrose avait dissocié, puisque la névrose commence par un trauma scopique et puis va être poursuivie par ce charivari qui va être extrêmement important, et on pourrait dire que le processus de création va venir le réarticuler. Et ce qui a été effectivement fui et tenu à distance au moment de la phobie, eh bien, va pouvoir être mis en scène, pour le coup, et les spectateurs vont pouvoir en jouir avec le metteur en scène. Alors, cette interprétation, on peut la deviner, ou en tout cas on peut l'étayer à partir de ce que Lacan nous donne comme élément dans le séminaire qu'il va consacrer en grande partie au petit Hans, qui est le séminaire sur les relations d'objets, séminaire 4. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il faut quand même imaginer qu'au moment où Lacan tient son séminaire à Paris, le petit Hans est en train à ce moment-là de mettre en scène Don Giovanni au festival de Salzbourg, dirigé par Mitropoulos, hein, donc dans un lieu effectivement extrêmement célèbre. Et je pense que si Lacan avait eu quelques informations sur le devenir du petit Hans, il y a peut-être des choses qu'il aurait dit un petit peu différemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des intuitions chez Lacan qui sont tout à fait intéressantes et qui vont dans ce sens-là. Alors voici ce que dit Lacan dans une de ses leçons. Et vous allez voir pourquoi c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Un autre élément, nous dit Lacan, fait durant un long moment sujet d'interrogation pour le père comme pour Freud, c'est le fameux charivari, tumulte, bruit désordonné. Ce charivari qui reviendra sous plus d'un angle au cours de l'interrogatoire du petit Hans sans que jamais, à aucun moment de l'observation ou de l'interprétation, ne nous en soit donné de façon avérée. 2 séances plus tôt, Lacan avait déjà avancé. Il est singulier que Freud ne se pose pas la question de savoir si le charivari, le tumulte, qui est une des craintes que l'enfant éprouve devant le cheval, n'est pas en rapport avec l'orgasme, voire avec un orgasme qui ne serait pas le sien. Et un peu plus tard, Lacan nous lâche son interprétation. Beaucoup plus loin dans l'observation, nous verrons apparaître la petite Anna, qui est la sœur du petit Hans, comme bien gênante par ses cris, que nous ne pouvons pas ne pas identifier, à condition que nous ayons toujours l'oreille ouverte à l'élément signifiant, au cri de la mère dans ce fantasme. Et là, en fait, Lacan nous donne en fait l'interprétation qui est la sienne, mais qui n'est pas que la sienne, puisque vous allez voir que Freud l'avait déjà faite. Le charivari aurait à voir avec le cri de jouissance maternelle. Et Freud avait déjà lui-même fait cette hypothèse, même si Lacan refuse de la lire, puisque jusqu'à la fin, le père du petit Hans semble peiner à l'accepter. Et voici ce que dit le père du petit Hans à une question que lui pose Freud. Voici ce qu'il dit. « Par contre, je n'ai aucune preuve directe qu'il ait, comme vous le pensez, épié un coït des parents. Or, quand on sait que le petit Hans a quitté la chambre de ses parents à plus de 4 ans,
on peut imaginer effectivement que c'est une possibilité, ne serait-ce que pour faire la petite sœur. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que même dans la Vienne extrêmement éclairée du début du XXe siècle, il y a quelques points aveugles qui continuent à exister. Donc, l'idée que va donner Lacan, c'est que à l'origine de ce charivari, il y aurait bien sûr les chevaux, etc., etc., mais ça serait, on pourrait dire, la couverture que donnerait le petit Hans, mais l'origine, ça serait les cris, ou en tout cas les gémissements qu'il aurait pu entendre concernant la jouissance maternelle. Alors, à l'âge de 16 ans, Herbert, puisque c'est son nom, est envoyé à Berlin, où il va voir les productions théâtrales de Max Reinhardt, qui était un immense metteur en scène du début du XXe siècle, et qui, lui, effectivement, a eu une influence extrêmement importante sur le renouveau de la mise en scène à l'opéra. Et quand il rentre à Vienne, Herbert se dit je vais devenir metteur en scène, et je vais devenir metteur en scène d'opéra. Il faut dire quand même que le petit Hans avait pour parrain Gustav Mahler, et que, bien sûr, quand on a Gustav Mahler pour parrain, ça aide quand même à avoir des intérêts musicaux assez élevés. Donc voici ce qu'il dit quand il a 70 ans. « Je revins à Vienne, je sollicitais l'autorisation de monter la scène du forum de Jules César de Shakespeare dans le gymnase de l'école. Mais comme je prêtais néanmoins nettement moins attention aux nuances des grands discours qu'à la populace romaine hurlante et sifflante, le doyen mit fin à l'entreprise, le bruit commençait à interférer avec le travail scolaire. » Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dès les premières tentatives de mise en scène d'Herbert Graf, ce qui l'intéresse, c'est moins les articulations du discours que les déchets liés à la voix, c'est-à-dire tout ce qui renvoie, pourrait-on dire, aux cris, aux sifflets, ce qui vient présentifier l'objet voix dans sa proximité la plus grande. Juste 2 secondes pour changer la cassette. D'accord. Très bien, merci. Donc, vous voyez, dès les premières expériences de mise en scène d'Herbert Graf, ce qui le sollicite particulièrement, c'est pas les articulations du texte, c'est pas la compréhension, c'est pas la question de la signification, mais c'est la question justement de ce qui excède le sens, et donc la question de la voix justement. Donc, ce qui va ensuite travailler de façon essentielle à l'opéra. Et puis, il va y avoir ensuite ce deuxième signifiant énigme auquel vont être confrontés le père du petit Hans et Freud, qui sera cette question de la tache noire. Et là, encore une fois, cette question de la tache noire, c'est quelque chose qui ne sera pas résolu et qui va solliciter la question du regard. D'ailleurs, Freud va cerner quelque chose de ça à un moment de son exposé, puisqu'il va dire que à un moment, le petit Hans pourrait presque avoir un passage qu'on pourrait qualifier de fétichiste. Il va s'intéresser de façon assez importante aux sous-vêtements de sa mère. Et donc, Freud va dire, là, il y a quelque chose où c'est du côté du regard, mais en même temps, il essaye effectivement de voiler quelque chose de ce rapport à la castration féminine. Donc, ce qu'on pourrait voir, et l'hypothèse que je fais, vous la voyez, c'est que dès le moment où il élabore sa phobie, à l'aide de l'intervention de Freud et essentiellement des interventions de son père, parallèlement, Herbert Graf met en scène un dispositif qu'il invente, et ce dispositif, c'est quelque chose qui va viser justement à réarticuler différemment ces deux objets qui sont le voix et le regard, et de les réarticuler dans une œuvre d'art. Voilà. Donc là où ces objets avaient fait irruption et violence, lui, il va les réarticuler pour en faire une œuvre. Alors, je vais terminer là-dessus pour qu'on ait un petit peu de temps pour discuter. La mise en scène d'opéra, donc ce dispositif que le petit Hans va inventer au fur et à mesure, sollicite de façon singulière l'articulation de la voix et du regard. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui est important de repérer, c'est qu'à l'opéra, on n'est pas que du côté de l'écoute.
Je veux dire, si c'était que du côté de l'écoute, on ne mettrait pas des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros dans des décors, des costumes, tout le travail de la mise en scène. Donc c'est bien cette tentative d'articuler la voix, puisqu'après tout, on va aussi à l'opéra pour jouir la voix, mais le regard. Et vous savez que dans les moments de plus grande émotion, à l'opéra, on a souvent tendance comme ça à fermer les yeux pour se laisser embarquer et jouir encore plus de la voix. Donc on voit bien que là, il y a une espèce de lutte entre ces deux objets, entre le regard et la voix, qui est une lutte qui n'existe pas au théâtre, par exemple. On ne ferme pas les yeux pour mieux comprendre. Mais par contre, à l'opéra, on peut fermer les yeux pour mieux jouir de la voix. Donc on pourrait dire que Herbert, c'est celui qui tente, au moment où il devient adulte, de réarticuler ce voilement et ce dévoilement de ces deux objets que sont la voix et le regard. Là, on pourrait dire qu'il était sous le regard persécuteur dans la phobie. Le phobique, c'est celui effectivement qui se dit que s'il sort, il va comme ça être regardé ou être happé par l'espace. Donc il devient point de mire. Et à partir de la création de la scène d'opéra, il transforme ce point de mire en point de fuite. Puisque effectivement, une œuvre d'art, c'est quelque chose qui est troué toujours par cette dimension du réel et qui fait qu'on passe d'une position de sidéré, en principe, à une position de désidéré. Alors, une dernière chose pour vous montrer dans un autre contexte comment ce transfert sur ce signifiant énigme qui découpe un bout du réel permet à un moment à un sujet de continuer à vivre et de créer. Je vais prendre un cas qui m'avait été rapporté, je ne le connaissais pas, par Alain Didier Veil, qui est le cas d'une mystique qui s'appelle Etty Hillesum. Alors Etty Hillesum, c'est une jeune femme juive qui a passé plusieurs années dans un camp de concentration, qui est morte assassinée. Mais j'ai lu ses mémoires. Et elle dit quelque chose qui est tout à fait intéressant dans son journal. Elle raconte comment elle a réussi à survivre dans le camp de concentration. Ça, c'est une vraie question. Je veux dire, comment elle avait réussi, elle, à continuer à essayer de créer et à survivre. Elle dit qu'elle avait trouvé dans la contemplation du ciel, à travers les nuages, une certaine couleur bleu intense qui, échappant à toute possibilité d'enfermement, indiquait qu'il restait quelque chose, un reste. Vous voyez, là encore une fois, on est du côté du reste, de quelque chose d'inassignable, un reste sur lequel elle pouvait prendre appui pour rester vivante et continuer à écrire. Donc cette couleur intense, indéfinissable et radicalement ailleurs, en échappant au pouvoir de contention et d'organisation du monde des barbelés, introduisait dans sa vie un signifiant énigme lui permettant de créer cet effet de mise en perspective temporelle et artistique, là où l'enfermement et la violence nazie faisaient d'elle le point de mire d'un système concentrationnaire fou. À partir de là, et pour terminer, je voudrais dire que l'hypothèse que j'aimerais soutenir, c'est que le lieu d'où nous créons pourrait être compris comme cet élément réel qui permet de transformer, en le trouant, le point de mire que nous sommes sous le regard persécuteur, en point de fuite, à partir duquel le sujet s'éprouve comme ne pouvant être assigné à aucune résidence. Voilà. Je vous remercie pour votre patience, et puis maintenant j'attends vos questions si vous en avez. Elisabeth. C'est une vraie question. Ah bah. Oui, c'est une vraie question et je vais essayer de la formuler à ma manière. C'est celle de la création ex nihilo. Et c'est une réflexion, enfin une question que je me pose depuis très longtemps, notamment grâce à l'intervention dans un colloque de Gérard Pommier par rapport à l'écriture et ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche. Et Gérard Pommier avait dit mais une page blanche, elle est quand même toute pleine
de tout ce qui a été écrit auparavant. Oui. C'est-à-dire qu'une page blanche, aussi bien qu'une page toute écrite, est pleine. Elle est pleine. Et donc, pour s'autoriser ou s'autoriser d'une écriture, peut-être qu'il est important, sur cette page blanche, de tracer un trait, d'ouvrir une brèche, pour justement ouvrir un espace, pour pouvoir s'y loger, sans venir bien évidemment combler cet espace, parce que sinon c'est impossible de s'y mouvoir. Donc, la question que je me pose de ce ex nihilo, et ça rejoint après l'histoire du charivari et du trait noir, c'est que il faut d'abord le mettre en place, ce rien. On ne crée pas à partir de rien, parce qu'il faut d'abord trouver le rien. Trouver le rien et en quelque sorte l'imposer. Un auteur, c'est quelqu'un qui impose du rien dans le charivari, dans le magma de l'ensemble des créations qui l'ont précédé. Et il y met son petit trait noir. Tu vois Oui. comment je joue avec tout ça. C'est-à-dire que dans ce magma, dans ce trop-plein de jouissance qui est l'ensemble des choses écrites ou peintes, ou etc., de toutes les créations qui ont précédé une création, il faut créer cette brèche, ouvrir cet espace, c'est-à-dire mettre en place du rien. C'est-à-dire d'abord il faut le créer, le nihilo. On ne crée pas le nihilo, mais on essaye de le mettre en évidence. Oui. Oui, je crois que, je crois que c'est exactement ce que disent les premiers versets de la Bible. C'est-à-dire que le tohu et bohu, c'est quelque chose de plein. C'est pas rien. C'est effectivement à partir du moment où la parole divine intervient que tout d'un coup, il y a... Voilà. Tout d'un coup, c'est l'abîme, et ça sera à jamais, ça restera à jamais incréé. Mais après tout, quand on trace le trait, effectivement, ça délimite quelque chose, et à partir de ce trait qui est tracé, il y a tout un tas de choses qui n'adviendront pas. Voilà, parce que c'est un choix, et qu'il y a toute une partie qui restera à jamais incréée. Et puis, en même temps, ce trait introduit une première différence. Et donc, c'est cette articulation jour-nuit. Voilà. Et cette articulation jour-nuit, en faisant une première opposition, crée, pourrait-on dire, un rythme primordial qui fait que le temps existe. Alors qu'effectivement, dans la page blanche, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'orientation. À partir du moment où on fait ce trait noir, il y a une orientation, la page devient orientée, il y a un temps, et je crois que c'est exactement la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que en faisant ce trait, on laisse aussi tout un tas de choses incréées. Et c'est cette tension entre la dimension de création et la dimension d'incréable qui me paraît intéressante de mettre en tension. Merci à toi. Oui, Jean-Yves, une question pour revenir sur le signifiant énigme. C'est intéressant la façon dont tu poses les choses, parce qu'on sent bien que du côté de, pour revenir au petit Hans, du côté de Freud et de son papa, il y aurait une volonté, une velléité d'en faire un irreprésenté. Ouais, absolument. Qui tendrait à enfin une représentation. Tout à fait. Et le choix, en tout cas, dont témoigne Hans, laisse entendre autre chose. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant peut-être ça rééclaire la question du transfert, des restes de transfert, des butées dans le transfert, qui peuvent être parfois pris comme de l'irreprésenté en attente de, parfois même peut-être un échec.
aussi du côté du clinicien, ou peut-être d'un patient qui serait dans une volonté de tout dire de son inconscient, par exemple. Et là, ça vient rééclairer aussi la question de l'association libre, de la règle fondamentale. Dites tout. À quoi ça me confond entre eux? Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça vient vraiment interroger la pratique du transfert au quotidien. Tu pourrais revenir là-dessus, c'est-à-dire cette tension comme ça entre irreprésenté, irreprésentable, comment tu le conçois au sein du transfert? Parce que aussi, peut-être le risque de ta présentation de ce soir, ça serait d'envisager que la sublimation est un destin préférentiel de la cure. Or, c'est loin d'être le cas. Non. Donc, qu'en est-il justement de l'irreprésentable lorsqu'il n'est pas soumis à sublimation, mais qu'il fait partie d'une cure, et on sait bien qu'il y a de nombreuses cures qui finalement ne choisissent pas la sublimation comme issue. Ouais. Alors c'est vrai que chez Freud, et d'ailleurs c'est tout à fait touchant de voir cet effort avec lequel, ils essayent de faire rendre gorge à ces énigmes, voilà. Et le petit Hans, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que lui, il cède pas là-dessus. Il dit non, c'est pas ça. Toutes les propositions qu'on lui fait, du non, enfin voilà. Et Freud et le père du petit Hans ne sont pas tout à fait satisfaits de ça. Mais il faut quand même resituer l'analyse à la période où elle se situe. Nous sommes en 1905-1906. Et on pourrait dire qu'on est dans cette espèce de fantasme qu'on va pouvoir rendre compte de tout. On est quand même dans la période glorieuse de la naissance de la psychanalyse. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir faire sens de tout. Et il va quand même falloir attendre quelques années et la cure de l'homme au loup pour qu'il y ait l'introduction de ce point de réel, qui ne va pas être appelé comme ça par Freud, mais qui sera l'eurofoulé originaire, ce qui sera repris ensuite en 1915 dans son texte sur l'inconscient, et sur le refoulement. Mais donc, on peut dire que dans cette période-là, on va pouvoir effectivement tout expliquer. Hans nous rappelle qu'effectivement, c'est pas le cas. Alors, par rapport aux cures que nous conduisons, bien sûr qu'effectivement, tous les patients ne choisissent pas la sublimation, ou en tout cas au sens de la création. Parce qu'après, il y a d'autres formes de sublimation. Toutes les sublimations ne conduisent pas à la création artistique. Et c'est vrai que c'est l'idée qu'il y ait... Alors, tu vois, parce que je glorifie pas pour autant uniquement la question de l'irreprésentable. Je ne suis pas un fétichiste de ça. J'essaye de faire tenir ensemble les trois positions qui me paraissent trois positions intéressantes. La question de Freud, donc, qui est la question du fantasme. Analyser le fantasme, ça a aussi un sens dans la cure. Et il nous le montre encore dans les années 20 lorsqu'il analyse le fantasme Un enfant est battu, et avec tous les effets que ça peut avoir dans la cure. La question d'Anzieux et de l'école lyonnaise au sens large, qui est celle effectivement de l'irreprésenté, c'est-à-dire de ce qui n'a pu, à cause de l'immaturité de l'enfant, à cause du fait que ça a dépassé ses possibilités d'élaboration, être représenté, mais qui, dans le cadre de la cure, pourrait être rejoué et donc donner lieu à représentation à partir des constructions de l'analyste, parce que là, on sera moins du côté de l'interprétation que du côté de la construction. Et puis, l'accueil, aussi, et ça c'est effectivement, je pense, une troisième partie de notre travail, l'accueil de ces questions qui resteront énigmatiques et qui ne seront jamais résolues. Mais je crois que j'ai lu hier d'une seule traite le dernier bouquin de Catherine Millot, La vie avec Lacan,
100 pages, ça se lit comme un roman, c'est super, je vous engage à le lire. Et je crois que l'intérêt de ce bouquin, à part les 2 ou 3 anecdotes croustillantes, mais qui ne sont pas, je veux dire, c'est la façon dont Catherine Milhaud a de nous transmettre ce qui est la singularité du style de Lacan. C'est-à-dire que ce que met en évidence Catherine Milhaud, qui a vécu avec Lacan de très nombreuses années, et qui, scandale, mais elle en parle de façon assez courageuse et intelligente dans son ouvrage, et était aussi son analysante. Donc il y a eu ce mélange des genres assez compliqué, mais Catherine Milhaud en dit quelque chose. Et ce dont elle témoigne, c'est effectivement que Lacan était toujours celui qui allait au plus proche de ce point inanalysable, incompréhensible, ininterprétable. Alors, ça n'empêchait pas d'avoir ces interventions de type imaginaire ou symbolique, qui viennent effectivement donner du sens, qui viennent effectivement orienter le patient par rapport à l'identification, des choses comme ça. Mais elle disait que ce qui était caractéristique de ces interventions, et ce qui était le plus... en tout cas, ce qui pour elle avait eu l'effet de faire chuter ses angoisses, ses symptômes les plus massifs, c'était effectivement le fait qu'il se confrontait, et il confrontait le patient, souvent sans ménagement, dit-elle, à ces points inanalysables. Donc c'était lui qui allait les chercher. Et donc, tu vois, c'est même plus quelque chose qui serait de l'ordre du transfert et des manifestations qui seraient... Parce que Freud, dans son texte en 1915 sur la dynamique du transfert, il nous dit qu'il y a du matériel qui arrive dans le transfert qui n'est pas une répétition, mais qui est comme ça des choses, des blocs dont on ne sait pas très bien que faire. C'est intéressant parce que je crois que c'est ça qu'il perçoit dans ce texte. Mais malheureusement, Freud ne nous en dit pas grand-chose. Mais ce que nous permet de comprendre Catherine Milhaud dans son très beau bouquin, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose chez Lacan qui allait solliciter ça. Voilà. Et donc, qui amenait l'analysant à devoir se confronter à ces questions-là. Après, comment il les gère, comment il les traite, ça relève de ses choix. Mais là, il y a une orientation de la cure qui est quand même très spécifique et passionnante. Voilà. Il faut lire le bouquin de Catherine Milhaud. Qui est aussi la femme de Gérard Pommier. Moi, je suis pas dans les ragots. Contrairement à toi. Alors, il est 8h30. Catherine, une question. Une dernière question. D'accord, une dernière question, nous dit Catherine Milhaud. Notre amphitryon. Oui, Franck. Alors, je me pose une petite question à propos du rapport avec la distinction un peu arbitraire qu'on peut faire entre l'art classique, où on représente quelque chose, et l'art contemporain, qui est plutôt de l'ordre du non représenté, de l'abstraction, que ce soit en danse, que ce soit en art pictural, etc. Et est-ce qu'on peut établir des ponts entre donc les trois courants que vous avez énoncés, donc irreprésenté, représenté, représenté, représentable, pour essayer de faire un petit parallèle, et puis cet art classique ou art contemporain, qui pour ma part m'interroge toujours en me disant mais je suis touché par quelque chose et je n'en connais pas la cause, par exemple pour l'art contemporain. Alors que pour l'art classique, je peux imaginer pourquoi je suis touché par ce qu'on raconte telle histoire. Ouais. Ou quoi. Alors, rapidement, c'est vrai que Freud a des choix extrêmement classiques. C'est quand même extraordinaire. Freud vit à Vienne
au début du XXe. Il y a Berg, il y a Schoenberg, il y a les sécessionnistes, enfin bon, tout l'art nouveau qui est en train de se mettre en place, et ça ne l'intéresse absolument pas, et il se tient très à distance de ça. Donc c'est vrai que dans un texte qui s'appelle « Le Moïse de Michel-Ange », Freud nous dit « Je ne suis touché par l'art qu'à partir du moment où je peux comprendre par quoi il agit sur moi. » C'est pour ça qu'il nous dit bon, la musique, voilà, voilà, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. Ou en tout cas, peut-être qu'il le touche, parce qu'il était quand même d'une grande culture musicale, malgré ce qu'il dit. Mais voilà, ça, il ne sait pas comment ça fonctionne, donc il s'en tient à distance. Alors, est-ce à dire que l'art classique fonctionnerait du côté du représenté et l'art moderne de l'irreprésentable? Je crois que c'est une ligne fracture qui est tout à fait injuste et fausse. Il y a un très beau texte de Frédéric Vinault qui travaille justement sur les petits pans dans la représentation, comment les représentations, même les plus classiques, contiennent en elles-mêmes des bouts d'irreprésentables. Voilà. Et que même une œuvre extrêmement qui raconte une histoire, comme tu dis, hein, eh bien, possède des points de ce que je pourrais qualifier comme des signifiants énigmes. Voilà. Et je crois que c'est dans la tension qui existe entre ce récit qui nous est fait et ces points qui viennent crever la toile d'une certaine manière, que le plaisir fonctionne aussi. Donc on n'est pas, tu vois, du côté simplement, d'un côté la représentation, de l'autre la non-représentation, mais la non-représentation déjà travaillait la représentation depuis toujours. On pourrait dire la même chose pour le théâtre, qui est quelque chose qui te touche, mais le théâtre contemporain, le plus contemporain, je pense à Rodrigo Garcia par exemple, hein, il n'est pas uniquement dans quelque chose qui serait du déchaînement pulsionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement construit. Hein. Et donc on voit bien que c'est toujours dans la tension entre ces trois pôles, et c'est pour ça que ces trois pôles m'intéressent, qui serait la question du représentable, de l'irreprésenté et de l'irreprésentable, que toute œuvre d'art se positionne. Même s'il va à un moment ou à un autre privilégier un des pôles, les autres pôles, à mon avis, ne peuvent pas être absents. Parce que si on n'était que d'un seul côté, par exemple, si on n'est que du côté du représentable, c'est le théâtre de boulevard. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est le théâtre de boulevard, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas quelque chose, effectivement, qui vienne faire vibrer le texte et nous le rendre intéressant. Alors bon, ça peut amuser, mais bon, ça n'a pas valeur d'œuvre d'art. Et si on n'est que du côté de quelque chose qui serait irreprésentable, c'est insupportable. C'est-à-dire que, souviens-toi de ce qui s'était passé en... c'était 95, je crois, ou 2005, pardon, au Festival d'Avignon. L'histoire des larmes, Yann Fabre, tout ça, je ne sais pas si tu étais... Voilà. Donc, je veux dire, moi j'étais à la représentation de Yann Fabre. Je veux dire, les gens partaient par grappes. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une représentation qui, pourtant, moi, me semblait de l'ordre de la mise en forme, de la mise en scène. Donc à partir du moment où on dessine une scène, on n'est plus confronté à une immédiateté, mais c'était malgré tout beaucoup trop immédiat pour la plupart des spectateurs pour pouvoir le recevoir. Voilà. Donc je crois que tu vois, ces trois pôles sont toujours à l'œuvre depuis une œuvre du XVIIe ou même du théâtre antique jusqu'au théâtre le plus contemporain. Et pour que ça fasse œuvre et que le spectateur puisse le recevoir, il faut que ces trois pôles soient concernés. Voilà. Très bien. Merci. Que nous avons une page Facebook sur le rêve et que la conférence sera publiée sur cette page Facebook et que vous pouvez dialoguer sur la page, de continuer ces échanges sur la page Facebook du rêve.
Je vais l'appeler. Si je l'appelle pas. Oui, voilà, justement, c'est un gros problème. Voilà, le règle de la petite fonctionnelle.